Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances est essentielle à la cohésion sociale de notre pays. Elle comprend 4 programmes, un programme Insertion et lutte contre la pauvreté, un programme Handicap, un programme Égalité entre les femmes et les hommes et enfin un dernier programme Support qui couvre le champ de tous les ministères sociaux. Comme l'avait relevé la Cour des comptes dans son audit de juin 2017, on peut constater des sous-budgétisations très importantes au sein de cette mission. La plus importante concerne la prime d'activité. Le projet de loi de finances pour 2017 prévoyait 4,34 milliards d'euros pour son financement. La consommation des crédits atteint en réalité 5,3 milliards d'euros, nécessitant une ouverture de 840 millions d'euros en loi de finances rectificative. C'est essentiellement l'amélioration du marché du travail qui a conduit à cette montée en charge. Avec la décrue du chômage, le nombre de travailleurs à temps partiel augmente, donc le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité augmente aussi. C'est une dépense qui reste difficile à modéliser et à anticiper finement. Et au vu de l'exécution 2017, la prévision pour 2018 ne me semble pas suffisante, d'autant que le gouvernement prévoit une revalorisation de la prime à compter de l'automne prochain. Cette revalorisation est un engagement présidentiel fort afin que, je cite, toute reprise d'emploi se traduise par un supplément de revenus conséquent. Madame la ministre, je suis très attachée à ce dispositif qui vise à apporter un complément de revenus aux travailleurs dits pauvres. Et pour dissiper les doutes, pourriez-vous nous confirmer que la revalorisation de 20 € du montant forfaitaire de la prime aura bien lieu à compter du mois de novembre? Et pourriez-vous nous éclairer, s'il vous plaît, sur les prévisions de dépenses pour 2018? La deuxième dépense à contrôler est l'allocation aux adultes handicapés. Et la loi de finances prévoyait 9,05 milliards d'euros. Il manquait 330 millions. Après une sous-budgétisation chronique, la Cour des comptes considère que la programmation 2018 est sincère. Je termine sur la partie exécution par quelques mots sur le programme 124, support de plusieurs ministères, et qui contribue depuis plusieurs années aux efforts de maîtrise de la dépense publique. Cette année encore, la subvention aux 17 agences régionales de santé diminue, conduisant à une réduction d'effectifs de 187 équivalents temps plein travaillés. Et la trésorerie des ARS ne permet plus de faire face qu'à 14 jours de dépenses de fonctionnement, soit une durée inférieure au seuil prudentiel de 20 jours déterminé par la Direction des finances des achats. Je tenais à vous faire part de mon inquiétude à ce sujet. Je ne poursuis pas davantage sur l'exécution 2017 pour vous faire part des conclusions auxquelles j'ai abouti sur 2 thèmes d'évaluation. J'ai travaillé sur 2 aides récentes qui ont fait débat lors de l'examen du projet de loi de finances. Je me suis penchée tout d'abord sur le parcours de sortie de la prostitution, volet social de la loi du 13 avril 2016 de lutte contre le système prostitutionnel. Grâce à cette loi, très largement partagée sur tous les bancs des hémicycles, la honte a changé de camp. Le délit de racolage a été supprimé et les clients de prostituées sont verbalisés. Rappelons que la prostitution en France, c'est 90% de femmes étrangères, généralement entravées dans des réseaux de traite des êtres humains. L'un des piliers de la loi vise à créer un parcours d'accompagnement et d'insertion pour celles et ceux qui souhaitent sortir du système prostitutionnel. Ce parcours de sortie de la prostitution permet un accompagnement par une association agréée ainsi que l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois et une petite aide financière dénommée AFIS, aide financière pour l'insertion sociale et professionnelle, de 330 € par mois. Pour examiner les demandes, la loi prévoit la mise en place de commissions départementales afin de rassembler les associations et les services de l'État concernés. Là où elles sont créées, il semble que cette coordination fonctionne bien. Elle permet d'impliquer, sous l'impulsion des délégués départementales aux droits des femmes, les services de la préfecture en charge des titres de séjour, la police, la gendarmerie, mais aussi les acteurs de l'insertion, des DCS, Direct, Éducation nationale, etc. Cependant, fin 2017, le compte n'y est pas puisque seules 18 commissions départementales sont installées. Ces commissions sont chargées d'examiner les demandes soumises par des associations agréées et si dans la plupart des commissions, les demandes
aboutissent, on observe de fortes disparités d'appréciation entre les territoires. Dans certains départements, tous les dossiers ont été refusés. Les questions du droit au séjour sont le plus souvent source de blocage, notamment lorsque la candidate ou le candidat est sous procédure Dublin ou sous l'effet d'une OQTF. Sur les questions budgétaires, les crédits prévus à l'action 15 du programme 137, qui finance la prévention et la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, ont diminué entre 2017 et 2018, alors même que la loi se met doucement en place et que le nombre de parcours de sortie accordés est voué à augmenter. Cette diminution de la prévision budgétaire se justifie au regard du très faible nombre de parcours de sortie autorisés fin 2017. Seules 29 personnes en bénéficient. C'est bien moins qu'initialement prévu, notamment parce qu'il faut du temps pour mettre en œuvre cette loi, le temps de parution des décrets, le temps d'agréer les associations, le mettre en place les commissions départementales, d'instruire les demandes, etc., etc. D'après les auditions que j'ai menées, les associations pourraient présenter davantage de dossiers aux commissions départementales. Cependant, elles s'autorégulent faute de moyens suffisants. Le dispositif est en effet assez lourd. Il faut s'assurer que la personne a bien cessé toute activité prostitutionnelle, constituer un dossier de demande, le défendre en commission. Il faut renouveler la demande tous les 6 mois pendant 2 ans et prouver à chaque étape les progrès réalisés en matière d'insertion. Entre 2 passages en commission départementale, il s'agit d'accompagner les bénéficiaires dans tout leur parcours, sur le logement, sur l'apprentissage du français, sur la scolarisation des enfants, l'emploi, l'insertion et la formation. Dans ce parcours du combattant, ou je devrais dire de la combattante, parce qu'il s'agit surtout de femmes, 2 points ont retenu mon attention. La question du logement et, avant le logement stable, celle de la mise à l'abri. Dans les zones tendues, le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et les pouvoirs publics recourent trop souvent aux nuitées hôtelières. Et ce n'est pas une solution adaptée pour ce public particulièrement vulnérable. Et plusieurs cas de disparition de personnes sûrement rattrapées par leur réseau m'ont été rapportés. L'autre difficulté réside dans la durée trop courte de l'autorisation provisoire de séjour. La loi prévoit une durée minimale de 6 mois, malheureusement interprétée comme une durée ferme. Or, un titre de séjour de 6 mois ne permet pas d'accéder à un logement stable, à une formation professionnalisante ou à un emploi sur le long terme. En conclusion, il y a sur ce point plusieurs questions sur lesquelles j'aurais souhaité entendre Madame Schiappa, et je tiens à vous présenter mes excuses que j'espère vous pourrez lui transmettre, puisqu'il y a eu une difficulté dans sa sollicitation et naturellement, prévenue beaucoup trop tard, elle n'a pas pu répondre présente. Donc je vais vous poser donc les questions. Pouvez-vous, Madame la Ministre, s'il vous plaît, nous assurer que l'ensemble des commissions départementales seront bien mises en œuvre en 2018 ? J'ai bien conscience qu'elles nécessitent l'impulsion des préfets, donc du ministère de l'Intérieur, et une relance pourrait être bienvenue, par exemple, par le biais d'une circulaire interministérielle. Peut-on envisager d'élaborer un socle commun pour les décisions de commission afin de régler les questions de droit au séjour qui sont souvent source de blocage, et si une sorte de jurisprudence était établie, elle permettrait aux différentes commissions de s'appuyer sur les décisions déjà prises sur des cas similaires et faciliterait l'équité. Est-il prévu également de doter les associations de moyens budgétaires suffisants pour que toutes celles et ceux qui font la démarche de sortir de la prostitution puissent être accompagnés, ce qui ne semble pas le cas aujourd'hui? Enfin, peut-on veiller à ce que les associations agréées disposent de places suffisantes et suffisamment financées en centres d'hébergement et de réinsertion sociale notamment? Je viens à mon deuxième thème d'évaluation, l'aide à la réinsertion des migrants dans leur pays d'origine. Le but de cette aide était de permettre à des immigrés âgés, notamment ceux qu'on nomme les Chibanis, de pouvoir retourner vivre dans leur pays d'origine tout en bénéficiant d'une aide financière lorsque le pension de retraite est particulièrement faible. En termes d'impact sur les dépenses publiques, ce dispositif est positif. En s'engageant à vivre plus de 6 mois par an dans leur pays d'origine, ces personnes perdent le bénéfice des aides au logement et de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, dont le montant est bien supérieur à celui de la RFS. Le projet de loi de finances pour 2016 était particulièrement optimiste sur le nombre de bénéficiaires et a prévu 60 millions d'euros pour le financement de ce dispositif.
En exécution 2016, aucune dépense et en 2017, aucune dépense. Au cours de mes auditions, j'ai appris que la convention de gestion qui lie l'État et la Caisse des dépôts, chargée d'examiner les demandes et de verser l'allocation, n'était toujours pas signée. Cela explique l'absence totale de dépenses de l'État puisque les frais ont été avancés par la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts n'avance plus les sommes et certaines aides octroyées sont donc en attente de versement. Les dépenses ne sont cependant pas très élevées car 16 personnes seulement ont pu bénéficier de l'ARFS. Comment comprendre cet échec ? Il s'agit tout d'abord d'un très faible nombre de demandes, 32 en tout, faute peut-être d'informations sur le dispositif ou face à la crainte de perdre le bénéfice de la CMU. Le faible montant de l'ARFS joue également. L'aide atteint au maximum 6 600 € par an et les autres ressources du demandeur sont déduites de ce montant maximal. Comparativement, une personne âgée sans ressources peut bénéficier de 9 600 € par an avec l'ASPA, soit 45% de plus que l'ARFS. S'ajoutent à cela des conditions d'octroi drastiques qui avaient déjà été critiquées par le Défenseur des droits en 2016. L'aide est versée et réservée aux personnes de plus de 65 ans vivant seules, en foyer de travailleurs migrants ou en résidence sociale. Enfin, les conditions de deuxième renouvellement de l'aide sont incongrues, demandant notamment une attestation de résidence en foyer ou résidence sociale, alors qu'il est impossible de réserver des places pour des durées courtes dans des structures déjà saturées. Il semble d'ailleurs qu'aucune demande de deuxième renouvellement n'ait abouti. Et j'en termine. D'après les données transmises par l'ADOMA qui gère ces foyers, il y a hors place réservé 7 500 demandes d'hébergement par an pour 7 000 entrées, donc avec un taux d'occupation de quasiment 100%. Madame la ministre, c'est un dispositif qui a du sens néanmoins. Il répond à l'aspiration d'immigrés qui ont passé une partie importante de leur vie en France et qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine pour la retraite. Et il répond à l'enjeu de saturation des foyers et résidences sociales en France qui ont besoin de place. Aussi, qu'envisagez-vous, s'il vous plaît, pour que ce dispositif fonctionne ? J'émets pour ma part plusieurs recommandations dans mon rapport. L'élargissement du champ des bénéficiaires aux personnes ne vivant pas en foyer, la problématique du logement étant très large en France, la simplification des conditions de deuxième renouvellement, oui, c'est ma dernière phrase, merci Monsieur le Président, ainsi qu'un rapprochement du montant de l'aide à celui de l'ASPA ou encore de rendre le dispositif plus attractif en versant un capital en une ou plusieurs fois plutôt qu'une allocation mensuelle. Merci Madame la Ministre et ainsi bien sûr la date à laquelle la convention pourrait être signée avec la Caisse des dépôts. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je cède la parole à Madame Delphine Baccar.